À la fin de la Seconde Guerre mondiale, plusieurs officiers SS ont disparu sans laisser de traces. Ils n'ont jamais été capturés, jugés ou confirmés morts. À ce jour, leur sort reste un mystère. Parmi ces fantômes du nazisme, il y a des noms qui glacent le sang. Ernst Heinrich Schmauser, SS Obergruppenführer, a été vu pour la dernière fois en mars 1945 dans la région de Silésie, alors qu'il tentait de fuir l'avancée de l'armée rouge. Bien que l'on pense qu'il est mort au combat ou qu'il a été exécuté par des partisans, son corps n'a jamais été retrouvé et sa mort n'a jamais été officiellement confirmée. Eduard Eisenhofer, commandant de la 10e division SS Frundsberg, a disparu après avoir été blessé lors de combats dans les Alpes en avril 1945. Il existe des rapports selon lesquels il est mort peu de temps après, mais il n'y a aucune preuve concluante et son lieu de résidence finale reste inconnu. Le cas de Lorenz Hackenholt, un membre clé de l'opération Action, est encore plus inquiétant. Reinhard, directeur technique des chambres à gaz mobiles de Beujec. Après 1945, sa trace disparaît complètement. Malgré plusieurs tentatives de recherche menées par les Alliés et les chasseurs de nazis, aucune preuve solide de son lieu de détention ou de sa mort n'a jamais été trouvée. Et on soupçonne qu'il a peut-être adopté une fausse identité pour s'échapper en Amérique du Sud. Ernst Heinrich Schmauser, le député nazi disparu lors des marches de la mort. Ernst Heinrich Schmauser était un membre du Reichstag nazi qui occupa divers postes au sein de la SS, mais qui entra dans l'histoire comme le responsable officiel de la marche de la mort du camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau, au cours de laquelle plus de 25% des prisonniers moururent. Dans les derniers mois de la guerre, il fut capturé par l'armée rouge et présumé mort, mais beaucoup soupçonnent qu'il a réussi à s'échapper. Ernst Heinrich Schmauser est né le 18 janvier 1890 à Hof, en Bavière, dans une famille bourgeoise. Après avoir terminé ses études primaires et secondaires, il opte pour une carrière militaire. En octobre 1911, il rejoint le 11e régiment d'infanterie bavarois von der Tann à Ratisbonne. En mars 1912, il est transféré comme cadet au 133e régiment d'infanterie de la 9e armée royale saxonne, basée à Zwickau. Pendant la Première Guerre mondiale, Schmauser a servi sur le front occidental, participant au combat avec les 133e et 183e régiments d'infanterie. Il accède au grade d'Oberleutnant et commande une compagnie. Durant cette période, il est blessé 3 fois, notamment par exposition à des gaz toxiques. Pour sa bravoure, il a reçu plusieurs décorations, dont la croix de fer de première et deuxième classe, l'insigne de blessé en argent et la croix de chevalier de l'ordre d'Albert avec épée. Après la guerre, Schmauser s'implique dans des activités politiques. Le 1er mars 1930, il adhère au Parti national-socialiste des travailleurs allemands et reçoit le numéro de membre 215 704. La même année, il rejoint également la Sturmabteilung en tant que Sturmführer à Zwickau. Il fut un fervent partisan d'Hitler jusqu'à son élection comme député de la circonscription de Leipzig aux élections du Reichstag de juillet 1932. Il perdit cependant son siège aux élections de novembre de la même année. Il revient au Parlement en novembre 1933, représentant la circonscription de Haute-Bavière-Souabe jusqu'en février 1936, puis la circonscription de Franconie. Le 14 octobre 1930, Schmauser transféra son affiliation SA à la Schutzstaffel de Himmler, entrant avec le grade de SS Sturmbannführer, grâce auquel il dirigea l'unité SS locale à Zwickau, et, à partir du 15 décembre 1930, commanda la 7e SS Standard à Plauen. Le 27 août 1932, il prend le commandement de la SS Abschnitt 16, basée à Zwickau. Le 15 juillet 1933, à la demande de Heinrich Himmler, Schmauser est nommé chef du SS Gruppe Sud, basé à Munich. Lors de la Nuit des longs couteaux, en juin 1934, Schmauser participa activement aux purges, notamment à l'exécution d'Ernst Röhm dans la prison de Stadelheim. Grâce à son engagement et sa loyauté envers le parti nazi, il fut à nouveau promu en 1937. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en mars 1940, Schmauser servit brièvement dans la division SS Totenkopf.
Mais le 1er mai 1941, il fut nommé chef de la police SS, tout en conservant son poste dans l'organisation de Himmler, de sorte qu'il resta chef de juridiction du camp de concentration d'Auschwitz. En avril 1942, Schmauser informa Himmler de l'utilisation de main-d'œuvre juive dans ses opérations, soulignant l'opportunité de cette pratique compte tenu de la pénurie de travailleurs. Il était présent lors des premiers essais de chambres à gaz à Auschwitz à l'été 1942, aux côtés de Himmler et du Gauleiter Fritz Bracht. Il reçut une autre promotion lorsque, en juillet 1944, Himmler le promut au grade de général de la Waffen-SS. Alors que l'armée rouge avançait vers l'ouest, l'évacuation totale d'Auschwitz fut ordonnée en décembre 1944. Schmauser, sur les instructions de Himmler, supervisa les marches forcées de plus de 56 000 prisonniers vers l'ouest dans des conditions hivernales extrêmes. Beaucoup de ceux qui n'ont pas pu continuer ont été exécutés par les gardes. Le 20 janvier 1945, Schmauser ordonna le meurtre des prisonniers restants et la destruction des preuves liées à l'opération Reinhard. Les unités SS ont tué 700 prisonniers à Auschwitz, Birkenau et dans d'autres camps annexes. Le 27 janvier 1945, l'armée rouge libère Auschwitz, retrouvant près de 8000 prisonniers survivants. Le 10 février 1945, Schmauser se rendait en voiture à Wrocław lorsqu'il fut averti par les troupes allemandes que les forces soviétiques avaient bloqué la route. Ignorant l'avertissement, il a continué son chemin et est considéré comme disparu depuis. Il est présumé avoir été capturé par l'armée rouge et exécuté, bien que son véritable sort reste incertain. Son corps n'a jamais été retrouvé et son nom n'apparaît pas dans les registres des soldats capturés par les hommes de Staline. Il n'existe aucune théorie sur son sort éventuel, mais de nombreux historiens soupçonnent qu'il aurait pu prétendre être un homme désespéré pour éviter d'être capturé, tandis que les Alliés concentrèrent leurs efforts sur la poursuite des dirigeants nazis. Un soldat dans la forêt, la disparition d'Edward d'Eisenhofer. Edward d'Eisenhofer est né le 27 juin 1909 à Freising, en Bavière, dans une famille de la classe moyenne. Dès son plus jeune âge, il manifeste une inclination pour les études, obtenant un doctorat en économie politique. Durant ses années universitaires, il entre en contact avec le Parti national-socialiste, ce qui marque le début de son engagement dans le mouvement nazi. En octobre 1930, d'Eisenhofer rejoint la Schutzstaffel, une organisation paramilitaire qui, sous la direction de Heinrich Himmler, deviendra l'un des piliers du régime nazi. Au début de sa carrière, il a occupé divers postes subalternes, notamment au sein de la Leibstandart SS Adolf Hitler en 1934 et au camp de concentration de Dachau en 1935. Il a ensuite servi dans des unités des Totenkopfverband, responsables de l'administration des camps de concentration, notamment en Saxe et en Thuringe. Avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, d'Eisenhofer est affecté au SS Totenkopf Standard, responsable des mesures de sécurité lors de l'invasion de la Pologne. Après la campagne de Pologne, son unité fut intégrée à la division SS Totenkopf nouvellement formée, où il servit comme commandant de bataillon pendant la campagne occidentale, recevant la Croix de fer de première classe pour sa bravoure au combat. En mai 1940, il est nommé commandant d'un bataillon de la formation de volontaires néerlandaise et belge SS Volunteer Standard Nord-Ouest. En août 1941, d'Eisenhofer fut transféré au commandement du régiment Germania, faisant partie de la division SS Viking, opérant sur le front de l'Est. En février 1942, il retourne à la division Totenkopf en tant que commandant de régiment. Pendant le siège de Demiansk, il dirigea un groupe de combat pour briser l'encerclement, action pour laquelle il reçut la croix de chevalier de la Croix de fer le 8 mai 1942. Il a ensuite servi comme officier formateur dans la SS. En mars 1944, il est affecté au commandement d'un régiment de la 10e division blindée SS de Frundsberg, participant à l'opération de libération de la première armée blindée encerclée du général Hans Valentin Hube dans la poche de Kamnetz-Podolski. Division Frundsberg fut envoyée en Normandie pour tenter d'arrêter l'avancée du 21e groupe d'armée du maréchal Bernard Montgomery vers Caen. L'unité de d'Eisenhofer a participé à l'opération Epsom, qui s'est soldée par une défaite allemande.
À la mi-juillet, il reçut l'ordre de retourner sur le front de l'Est pour prendre le commandement de la division SS Viking, engagée dans de violents combats dans la région de Modlin. Cependant, sa nomination fut rejetée par le général SS Herbert Gilles, qui décida de garder Johannes Mühlenkamp à la tête de la division. Fin août 1944, Deisenhofer prend le commandement de la 17e division SS Panzergrenadier, Götz de Berlichingen. Cette unité, formée en 1943, était composée de jeunes recrues et de vétérans d'autres divisions et avait participé aux combats en Normandie et à la retraite allemande à travers la France. Fin janvier 1945, Deisenhofer disparaît alors qu'il se rend à son nouveau poste de commandement près d'Arnswald en Poméranie. Son véhicule a été attaqué par un avion soviétique et lui, son chauffeur et son assistant ont été portés disparus au combat. Leurs corps n'ont jamais été retrouvés. Eduard Deisenhofer était une figure importante au sein de la Waffen-SS, donc les Alliés et le système judiciaire d'après-guerre ont essayé de retrouver son lieu de détention ou du moins de récupérer sa dépouille. Cependant, contrairement à la plupart de ses camarades, il n'a jamais été retrouvé. Le fantôme de Belzec, Lorenz Hackenholt, le nazi mort qui apparaissait partout. Lorenz Hackenholt est né le 26 juin 1914 à Gelsenkirchen, en Allemagne. Après avoir terminé ses études de base, il a suivi une formation de maçon et a travaillé sur divers chantiers de construction locaux. En avril 1933, il rejoint le parti nazi et en janvier 1934, il rejoint la SS, où il est affecté au 12e bataillon du génie. En mars 1938, Hackenholt fut transféré au camp de concentration de Sachsenhausen, où il travailla comme mécanicien automobile et également comme gardien. En novembre 1939, il fut affecté au programme d'euthanasie nazie connu sous le nom de Action T4, qui fonctionna du début de 1940 jusqu'à l'été 1941. Durant cette période, Hackenholt travailla dans les 6 installations du programme, transportant du personnel et des prisonniers, exploitant des chambres à gaz et incinérant des corps. Il a également collaboré avec le docteur August Becker, qui était responsable de l'approvisionnement en monoxyde de carbone pour les exécutions. À l'automne 1941, Hackenholt fut transféré à la réserve de Lublin en Pologne occupée, où il travailla sous les ordres d'Odilo, Globoknik dans l'opération Reinhard qui visait l'extermination systématique des Juifs dans le gouvernement général. Il fut envoyé au camp d'extermination de Bełżec, où il conçut et construisit les premières chambres à gaz utilisant des moteurs de chars soviétiques pour générer du monoxyde de carbone. On estime qu'en un seul mois, de la mi-mars à la mi-avril 1942, ces installations auraient été responsables de la mort de 50 000 personnes. Hackenholt a également participé à la construction et à l'exploitation des chambres à gaz des camps de Sobibor et de Treblinka. À Bełżec, il installe à l'entrée des chambres à gaz un panneau sur lequel est écrit « Fondation Hackenholt », orné d'une étoile de David et flanqué de pots de géranium, une ironie macabre au milieu de l'horreur. Il fut promu Hauptscharführer en septembre 1943 pour son efficacité dans ses tâches. En décembre 1943, Hackenholt et d'autres membres de l'opération Reinhard furent transférés à Trieste, dans le nord de l'Italie, où ils participèrent aux opérations contre les partisans et à la persécution des Juifs restant dans la région. Il a reçu la Croix de fer de 2e classe en 1944 pour sa performance dans ces activités. Après la chute du régime nazi en 1945, Hackenholt disparut. Il a été vu pour la dernière fois par des officiers SS se retirant d'Italie vers l'Autriche, qui l'ont observé conduisant un chariot à lait tiré par des chevaux, probablement volé pour faciliter son évasion. Sa femme reçut des nouvelles indirectes de lui pour la dernière fois à l'été 1945, lorsqu'un ancien camarade, Rudolf Kamm, lui rendit visite pour demander des vêtements civils pour Hackenholt. On suppose officiellement que Hackenholt est mort dans le nord de l'Italie, probablement exécuté après Pâques 1945 à San Saba pour avoir vendu des armes allemandes à des partisans italiens. Cependant, cette version n'a jamais été confirmée. Sa femme a demandé qu'il soit déclaré légalement mort le 1er avril 1954 et un tribunal de Berlin a fixé sa date de décès au 31 décembre 1945. Malgré cette déclaration officielle, de nombreux rapports ont émergé suggérant que Hackenholt avait survécu à la guerre.
En 1946, son frère Theo prétend l'avoir vu conduire un camion de livraison sur la route de Dortmund à Gelsenkirchen. En 1961, la police ouest-allemande a retrouvé Hermann Bauer et Wenzel Fritz Rewald, d'anciens collègues SS qui avaient travaillé avec Hakenholt à Sobibor. Bauer a déclaré avoir vu Hakenholt en 1946 près d'Ingolstadt, en Bavière, travaillant comme chauffeur ou messager, peut-être pour une entreprise vendant des accessoires automobiles. Selon Bauer, Hakenholt avait adopté l'identité d'un soldat allemand décédé, avec un nom de famille similaire à Johnson, Jensen ou Johansen, et vivait avec une femme qu'il avait rencontrée à Trieste. Ces déclarations ont donné lieu à une enquête officielle qui a duré 4 ans. Les autorités allemandes ont fouillé les domiciles de la mère et de l'épouse de Hakenholt, interrogé ses amis et compagnons de guerre et examiné plus de 90 000 personnes pour trouver des correspondances avec les noms de famille et les professions mentionnées. Ils ont également examiné les registres d'état civil régionaux et comparé des photographies et des échantillons d'écriture manuscrite. Cependant, Hakenholt n'a pas pu être localisé et les affirmations de sa survie n'ont pas pu être confirmées. Cependant, certains chercheurs ont rapporté avoir reçu des menaces et du chantage pour les empêcher de rechercher l'ancien nazi, ce qui pourrait suggérer qu'il avait des liens avec des politiciens et des personnalités puissantes en Europe, même après la chute du Reich. L'espion perdu, Walter Heinrich, l'agent de renseignement nazi qui a réussi à échapper à la capture. Walter Heinrich est né le 2 janvier 1910 à Myslowitz, une ville de Haute-Silésie qui, à la suite du plébiscite de 1921, devint une partie de la Pologne. Sa famille, d'origine allemande, s'installe alors sur le territoire allemand. À partir de 1928, Heinrich travaille comme fonctionnaire municipal à Oppeln. Après l'arrivée au pouvoir du Parti national-socialiste en 1933, il rejoint le parti nazi et rejoint immédiatement les SS. En janvier 1939, il rejoint la Gestapo, la police secrète du Reich. Il participa à l'invasion de la Pologne et fut transféré au bureau principal de la sécurité du Reich à Berlin. En 1941, Heinrich arrive aux Pays-Bas où, à l'âge de 31 ans et avec le grade de Untersturmführer, il devient le premier commandant du camp de concentration d'Amersfoort. Là, il a nommé 20 hommes SS comme Watch Commando du camp et a fait venir 2 hommes SS du camp de concentration de Dachau pour montrer comment les prisonniers devaient être traités. Bien qu'il interdisait les agressions lorsqu'il en était témoin, il s'absentait souvent du camp, laissant la direction aux mains de Johann Friedrich Stoever. Les témoignages des prisonniers et les rapports officiels ultérieurs révèlent qu'Heinrich était un amoureux des chiens, un fêtard et un ancien patineur artistique. Son tic nerveux des yeux lui a valu le surnom de Heinrich le cligneur des yeux. Il organisait des dîners pour les officiers amis en utilisant de la nourriture destinée aux prisonniers. Durant son mandat de commandant du camp, 325 prisonniers sont morts suite à des exécutions, des coups, de la faim et des travaux forcés. Le 1er mars 1943, Heinrich quitte le camp et est transféré au siège de la Gestapo à La Haye, où il travaille comme inspecteur des camps de concentration sur le sol néerlandais. Le 9 avril 1944, il participe activement à l'exécution de 77 prisonniers de guerre soviétiques. En février 1945, Heinrich disparaît sans laisser de traces. Malgré des recherches internationales, il n'a jamais été retrouvé. Selon le monument national de Camp Amersfoort, des données personnelles incorrectes ont été utilisées dans les enquêtes d'après-guerre et les demandes d'extradition. Pendant longtemps, ces actions au cours de la dernière année de la Seconde Guerre mondiale sont restées obscures. En 2022, une enquête menée par des historiens et des journalistes a révélé que lorsque Heinrich a été transféré à La Haye, il était chargé d'une mission secrète pour le Sicherheitsdienst, les services secrets du Parti national-socialiste. Cela a conduit de nombreux chercheurs à penser qu'il bénéficiait de certains avantages diplomatiques qui lui ont permis d'échapper à la justice une fois la guerre terminée. L'ingénieur disparu, Hans Kammler, le concepteur de missiles qui a disparu après la guerre. Hans Friedrich Karl Franz Kammler est né le 26 août 1901 à Stettin, alors partie de l'Empire allemand. Après avoir servi comme volontaire dans l'armée et les Freikorps Rossbach, étudie le génie civil à Munich et à Danzig en 1919 et obtient son doctorat en 1932. La même année, il rejoint le parti nazi
et, un an plus tard, en 1933, il rejoint la SS. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Kammler a joué un rôle crucial dans la construction d'infrastructures militaires et de camps de concentration. En 1942, il est responsable de la conception des installations des camps d'extermination, notamment des chambres à gaz et des crématoires. Après le soulèvement du ghetto de Varsovie en 1943, Heinrich Himmler ordonna à Kammler de superviser sa démolition. Kammler était également responsable des projets d'armes secrets du régime nazi, tels que les missiles F-2 et l'avion à réaction Messerschmitt Me-262. Après le bombardement allié de Peenemünde en 1943, il déplace la production vers des installations souterraines, comme le complexe Mittelwerk, en utilisant la main-d'œuvre esclave des camps de concentration. On estime que plus de 20 000 prisonniers sont morts à Mittelbau, Dora, où Kammler a fait preuve d'une indifférence totale face aux conditions de travail inhumaines. En 1944, Himmler persuada Hitler de placer le projet F-2 sous le contrôle direct des SS, en nommant Kammler comme directeur pour remplacer Walter Dornberger. À partir de janvier 1945, Kammler est à la tête de tous les projets de missiles et des programmes aérospatiaux du Troisième Reich. Cependant, cet important ingénieur allait représenter l'un des grands mystères de la Seconde Guerre mondiale, puisque dans les derniers jours du nazisme, il disparut complètement. La disparition de Kammler en mai 1945 a fait l'objet de multiples théories. Selon la version officielle, il s'est suicidé au cyanure dans une forêt de Prague le 9 mai 1945, bien que son corps n'ait jamais été retrouvé et qu'il n'y ait aucun témoin oculaire confirmant la version donnée par les autorités SS. D'autre part, en raison de son importance dans le plan de développement technologique d'Hitler, de nombreux chercheurs ont développé plusieurs hypothèses sur ce qu'aurait pu être son destin. Certains auteurs suggèrent qu'il a été assassiné sur ordre de Himmler pour l'empêcher de tomber entre les mains des Alliés, tandis que d'autres pensent qu'il a été capturé par les Américains et qu'il a travaillé secrètement pour eux, peut-être dans le cadre de l'opération Paperclip. On a également spéculé qu'il se serait enfui en Amérique du Sud ou qu'il se serait envolé pour Barcelone à bord d'un Junkers Ju 290 avec d'autres nazis en fuite. La théorie la plus folle, sans aucune preuve scientifique ou historique, prétend qu'il a voyagé dans le temps à la suite d'une expérience connue sous le nom de la cloche ou Die Glocke, des plans qui montraient la création d'un curieux vaisseau spatial nazi. Cependant, cette dernière version correspond à un groupe minoritaire de théoriciens du complot qui tentent de lier le nazisme à la science-fiction. Wilhelm Schittli, officier SS qui dirigeait la sinistre usine d'esclaves Porsche. Wilhelm Schittli était le fils aîné du fabricant de cigares Gerhard Schittli et de sa femme Louise. Après avoir fréquenté l'école secondaire à Osnabrück, Schittli commença un apprentissage de plombier en 1928 et rejoignit la SS le 15 mars 1933. À partir du 10 septembre 1934, il fut membre de la garde du camp de concentration d'Esterwegen et à partir de 1936 chef du rapport au camp de concentration de Sachsenhausen. Au début de 1940, il fut brièvement le deuxième directeur du camp de détention de protection du camp de concentration de Buchenwald et pendant la construction du camp de concentration de Neuengamme, au printemps 1940, il fut nommé premier directeur du camp de détention de protection du camp de concentration de Neuengamme. Le 1er septembre 1941, il fut promu Hauptsturmführer. À partir de la mi-juillet 1942, Schittli sert également comme commandant du camp de concentration indépendant d'Arbeitsdorf, un projet expérimental de production d'armement près de Wolfsburg, et remplace Martin Gottfried Weiss à ce poste. Ce projet est tellement curieux qu'il mérite d'être mentionné. En 1942, Ferdinand Porsche et Albert Speer ont lancé un projet pour voir comment ils pourraient utiliser les détenus des camps de concentration pour une production à grande échelle et à moindre coût de leurs voitures. Les prisonniers d'Arbeitsdorf étaient utilisés comme ouvriers qualifiés pour des travaux de construction, notamment pour la construction d'une fonderie et d'autres installations, et recevaient en échange de meilleures conditions de captivité. Ainsi, le 8 avril 1942, un nouveau camp de concentration, Arbeitsdorf, fut ouvert avec 800 détenus du camp de concentration de Neuengamme.
Les commandements des camps de Neuengamme et d'Arbeitsdorf furent réunis en la personne de Martin Weiss, qui était simultanément commandant de Neuengamme. Le 26 avril 1942, les 500 premiers prisonniers arrivent. Ils furent rejoints par d'autres prisonniers du camp de concentration de Sachsenhausen le 26 avril 1942 et du camp de concentration de Buchenwald le 23 juin. La plupart de ces prisonniers étaient des ouvriers qualifiés du bâtiment. Étant donné que la plupart des travaux de nivellement, de pose de canalisation et de pavage étaient effectués manuellement, de nombreux accidents se sont produits. Au moins 6 détenus sont décédés, les causes de décès étant répertoriées comme insuffisance cardiaque et circulatoire, accident ou suicide. Les hommes étaient mieux nourris que dans leur camp précédent et dormaient dans des abris anti-aériens sur des plateformes en bois. À la mi-juillet 1942, Wilhelm Schittli prend la direction d'Arbeitsdorf, qui sera fermé le 11 octobre 1942 car le ministère de l'Armement et des Munitions n'a pas approuvé le projet de Volkswagen d'exploiter une fonderie d'aluminium sur le site. Le bâtiment qui avait été construit pour abriter la fonderie a été utilisé plus tard à d'autres fins. Cependant, en ce qui concerne le projet SS d'utiliser les prisonniers des camps de concentration pour la production d'armes, le camp de concentration d'Arbeitsdorf s'est avéré être une expérience importante dans l'exploitation systématique des prisonniers des camps de concentration à des fins industrielles, mais qui a elle-même échoué. Après l'arrêt du projet commun nazi-Porsche, Schittli fut nommé commandant du camp juif du camp d'entraînement militaire SS de Heidelager près de Debicka, en Pologne, poste qu'il occupa jusqu'en septembre 1943. Il fut ensuite transféré au poste de chef supérieur des SS et de la police pour l'Ostland à Riga. Cependant, les Alliés n'ont jamais réussi à le traduire en justice. Schittli a disparu le 31 mars 1945 sans laisser de traces, sans aucun rapport de décès présumé et sans que l'on sache où il se trouve à ce jour. Sa mort fut si soudaine que, bien qu'il figure sur les listes des SS et des camps de concentration, aucun historien n'a pu émettre la moindre hypothèse sur son sort final. Martin Bormann, la fin mystérieuse du bras droit du Führer. Martin Bormann est né le 17 juin 1900 à Halberstadt, en Allemagne. Après avoir servi pendant la Première Guerre mondiale, il rejoint le Parti national-socialiste en 1927. Il gravit rapidement les échelons du parti, devenant chef de la chancellerie du parti en 1941 et secrétaire particulier d'Adolf Hitler en 1943. En tant que secrétaire du Führer, Bormann devient son bras droit. Il contrôle l'accès à Hitler et exerce une influence significative sur la prise de décision du régime nazi. Il fut l'un des principaux défenseurs de la persécution des églises chrétiennes et favorisa les mauvais traitements infligés aux Juifs et aux Slaves dans les régions conquises. Son pouvoir et son influence ont grandi au cours des dernières années de la Seconde Guerre mondiale, devenant une figure clé du cercle intime d'Hitler. Après le suicide d'Hitler le 30 avril 1945, Bormann tente de s'échapper de Berlin avec d'autres membres du régime. Selon certains témoignages, il aurait été vu pour la dernière fois le 2 mai 1945 près du pont Weidendamme à Berlin lors d'une tentative d'évasion ratée. Cependant, son sort final est resté inconnu pendant des décennies, donnant lieu à de nombreuses théories et spéculations. L'une des hypothèses les plus persistantes suggérait que Bormann avait réussi à s'échapper de Berlin et à fuir vers l'Amérique du Sud, peut-être avec l'aide de l'organisation Odessa qui a facilité l'évasion des criminels de guerre nazis. Des informations non confirmées le situent dans des pays comme l'Argentine, le Paraguay et le Brésil, où il vivrait sous une fausse identité. On a même prétendu qu'il avait été vu dans la région de la triple frontière entre l'Argentine, le Brésil et le Paraguay, et qu'il avait résidé dans des villes comme Bariloche et San Ignacio, villes célèbres pour avoir été des refuges et des sauf-conduits pour des dizaines de réfugiés nazis. Ces théories ont été alimentées par le manque de preuves concluantes concernant sa mort et la présence documentée d'autres nazis fugitifs en Amérique du Sud. En 1972, lors de travaux de construction près de la gare de Lehrter à Berlin, 2 squelettes ont été découverts. L'un a été identifié comme étant celui de Bormann grâce à ses dossiers dentaires, et l'autre comme étant le médecin personnel d'Hitler, Ludwig Stumpfegger. Cependant, l'identification n'a été concluante qu'en 1998, lorsque des tests ADN ont confirmé que les restes appartenaient bien à Bormann.
L'analyse a également révélé la présence de fragments de verre dans ses dents, suggérant qu'il aurait pu se suicider en ingérant une capsule de cyanure. Malgré la confirmation scientifique de sa mort, les théories sur une possible évasion de Bormann continuaient de circuler. Certains ont avancé que les restes retrouvés auraient pu être placés pour dissimuler son évasion, tandis que d'autres ont soutenu qu'il avait vécu anonymement en Amérique du Sud pendant des années. Ces spéculations ont persisté même après que sa dépouille ait été incinérée et ses cendres dispersées dans la mer Baltique en 1999, afin d'éviter que sa tombe ne devienne un lieu de pèlerinage pour les sympathisants néo-nazis. Recherché mort ou vif, Alois Brunner, le nazi pour lequel une récompense de 333 000 $ a été offerte. Alois Brunner a rejoint le parti nazi à l'âge de 19 ans et est rapidement devenu membre de la Sturmabteilung, la milice personnelle d'Adolf Hitler. Plus tard, il rejoint la SS, où il travaille à la Gestapo pour Adolf Eichmann, qui s'attache beaucoup à l'officier et le considère comme son bras droit. La détermination de Brunner surprit le cruel Eichmann, qui le recommanda pour le poste de capitaine dans plusieurs camps de concentration. Grâce à cela, Brunner devient l'organisateur des déportations des Juifs de la France de Vichy et de Slovaquie vers les camps d'extermination. Doté d'une personnalité implacable, l'efficace capitaine fut plus tard nommé commandant du camp d'internement de Drancy, axe central de la politique de déportation antisémite dans toute la France. Dans ses nouvelles fonctions, il était chargé de déterminer la logistique du transport des prisonniers, qui s'effectuait par voie ferroviaire. Brunner n'hésita pas à être l'un des premiers à exécuter les trains de la mort, des formations sinistres où les wagons étaient rechargés de plus de personnes qu'ils ne pouvaient en contenir, de sorte que la plupart mouraient avant d'atteindre leur destination. Jusqu'au dernier mois du Troisième Reich, avant la mort d'Hitler et la défaite de l'Allemagne, Brunner continua à charger des trains vers les camps de Theresienstadt, Sachsenhausen, Bergen, Belsen et Stutthof. Sur la base de son modus operandi, les tribunaux ont jugé Alois Brunner responsable de la mort de plus de 120 000 Juifs, dont la plupart sont morts au cours de ces voyages macabres. Les Alliés n'ont épargné aucun effort pour capturer le commandant SS et, en fait, ils pensaient l'avoir attrapé. Mais ils avaient tort. Les Alliés ont retrouvé un officier SS nommé Anton Brunner, qu'ils croyaient être Alois, permettant aux véritables fugitifs d'échapper à la justice après la guerre. Mais Brunner a su tirer le meilleur parti de ce coup de chance. Il a rejoint l'organisation Gehlen, un groupe de soldats nazis qui ont coopéré avec les Américains pendant l'occupation alliée de l'Europe de l'Est et qui ont également participé plus tard à la guerre froide contre les Soviétiques. Brunner a travaillé comme chauffeur pour l'armée américaine et, en 1954, il a fui l'Allemagne de l'Est pour Rome en utilisant un faux passeport. Il s'installe ensuite en Syrie, où il vit sous le faux nom de Dr Georg Fischer. Dans ce pays asiatique, il fut extrêmement bien accueilli et travailla comme conseiller officiel du gouvernement. Bien que la nature exacte de son travail soit inconnue, on pense qu'il a enseigné aux officiers syriens des techniques de torture et de répression, compétences qu'il avait acquises pendant son temps en tant que tortionnaire SS. En échange, ses supérieurs lui ont offert une protection juridique, interdisant aux chercheurs ou aux chasseurs de nazis d'entrer dans le pays. Simon Wiesenthal lui-même s'est battu légalement pour faire arrêter Brunner, mais sans succès. En 1995, les autorités allemandes ont offert une récompense de 333 000 $ pour toute information sur le commandant en fuite, mais des rumeurs suggéraient qu'il était déjà mort. Alois Brunner n'a jamais été retrouvé et serait mort à Damas, la capitale de la Syrie. Certains affirment que si la justice avait offert cet argent une décennie plus tôt, le pays asiatique aurait livré le nazi. Qu'en penses-tu? Laissez-nous votre avis dans la section commentaires. Albert Heim, le docteur mort, qui a réussi à échapper à la justice pendant des décennies. Albert Heim est né en 1914. Il a donc vécu la montée du nazisme au pouvoir pendant son enfance et à l'âge de 25 ans. Après avoir obtenu son diplôme de médecin à l'université de Vienne, il s'est porté volontaire pour la Waffen-SS. À partir de 1940, Heim rejoint le corps médical de l'unité paramilitaire nazie et son travail est si bien accueilli qu'en 1 an, ses supérieurs lui décernent le grade de capitaine. Mais Heim restera surtout dans les mémoires pour ses activités en 1941, lorsqu'il fut nommé médecin officiel du camp de concentration et d'extermination de Mauthausen.
Il y passera 2 mois à la tête du service où étaient envoyés les malades et les blessés, mais ce court laps de temps suffira à Heim pour gagner le tristement célèbre surnom de « Docteur mort ». C'est parce que, pour des raisons apparemment personnelles, le boucher macabre a mené de terribles expériences en utilisant des prisonniers juifs comme cobayes humains. Il est important de noter que Mauthausen était l'un des plus grands camps exploités par les nazis, avec jusqu'à 85 000 prisonniers détenus ensemble, dispersés dans divers sous-camps. Ce grand nombre de sujets de test a donné à Heim suffisamment de confiance pour déchaîner son sadisme au nom de prétendues recherches scientifiques. Bien qu'il soit souvent lié à Joseph Mengele, un généticien qui a également effectué des tests scientifiques macabres sur des prisonniers juifs, il n'a jamais été prouvé que Heim connaissait cet homme ou qu'ils avaient une quelconque relation. En fait, les quelques survivants des actes sanglants du docteur Doom, qui n'étaient généralement qu'une poignée sur une portée de plus d'une centaine, ont assuré au tribunal que les motivations de Heim étaient entièrement personnelles. Pendant 2 mois, Heim a expérimenté les effets de divers liquides injectés directement dans la circulation sanguine humaine. Pour répondre à cette question, le docteur Death inoculait à ses victimes de l'eau, du pétrole, du phénol ou du chlore. Il a également testé une grande variété de poisons connus et d'autres substances qu'il n'a même pas déclarées à ses propres assistants. Dans de nombreux cas, les injections ont été faites directement dans le cœur, pour voir si les réactions étaient plus rapides que celles provoquées par des ponctions veineuses. Les histoires des victimes, ainsi que celles de leurs assistants de laboratoire, qui dans de nombreux cas étaient des juifs possédant des connaissances médicales ou infirmières et qui ont été forcés de servir dans le service, ont choqué le monde. Les actions contraires à l'éthique de Heim étaient l'amputation des membres des malades, qu'il pratiquait généralement sans anesthésier les patients, la castration des hommes et des femmes, ainsi que les biopsies et prélèvements d'organes inutiles, étaient une horreur quotidienne dans le service médical du camp, ce qui a valu à Heim un autre surnom, cette fois de la part de ses propres détenus qui l'ont finalement appelé le boucher de Mauthausen. Après 2 mois de ces pratiques quotidiennes, la vie de centaines, voire de milliers de juifs a pris fin aux mains cruelles du docteur Doom. Des rumeurs circulent selon lesquelles, face à ces pratiques odieuses, ses propres supérieurs auraient demandé son renvoi. Cela s'est produit au début de 1942, lorsqu'il a été envoyé à la 6e division de montagne SS Nord dans le nord de la Finlande, où il a servi comme médecin pour ses camarades SS. On ne savait plus rien de ce monstre jusqu'à la fin de la guerre, quand, en 1945, les Alliés réussirent à le capturer, lui et son bataillon. Comme ils ne soupçonnaient pas qu'il s'agissait du tristement célèbre Dr Doom, ils traitèrent Heim comme un simple soldat. Il a été envoyé dans un camp de prisonniers et plus tard pour travailler comme gynécologue dans la ville allemande de Baden-Baden. Mais en 1962, le boucher de Mauthausen réussit à s'échapper dans des circonstances étranges qui ne furent jamais élucidées, car on pense qu'il reçut l'aide de ses ravisseurs. C'est précisément cette année-là que les tribunaux ont décidé de l'enquêter comme criminel de guerre, sur la base des déclarations de prisonniers qui vivaient dans le camp de concentration pendant ses activités. Selon les interrogatoires auxquels ses enfants répondront plus tard, Heribert Heim s'est d'abord enfui en Espagne, d'où il s'est rendu en France, puis s'est réinstallé au Maroc. La justice internationale et les organisations dédiées à la chasse aux nazis ont lancé une alerte mondiale pour localiser Heim. Des observations possibles ont été signalées en Europe, en Afrique et en Amérique latine, rendant la recherche très difficile. On pense également qu'il a été aidé par des personnalités telles qu'Otto Skorzeny, un ancien soldat nazi basé en Amérique du Sud qui a contribué à l'évasion de plusieurs officiers SS. Il a également été localisé à Puerto Montt, au Chili, où sa fille a été localisée par les services de renseignement israéliens, le Mossad, dans les années 1970. L'Argentine, l'Uruguay, le Brésil, l'Égypte et l'Espagne sont d'autres pays où le Dr Doom a peut-être résidé pendant son évasion. Dans le cas des terres uruguayennes, il a été prouvé que Heim y a vécu entre 1979 et 1983, car il y tenait un cabinet gynécologique ouvert au public. Selon l'histoire racontée par ses enfants, Heribert Heim a trouvé la mort en 1992 au Brésil, aux mains d'un groupe de chasseurs de nazis qui, cherchant à se faire justice eux-mêmes, ont assassiné le boucher de Mauthausen.
Mais le centre Simon Wiesenthal de Jérusalem et le chasseur français Serge Klarsfeld nient que cela soit vrai. En 1993, les enfants de Haim ont tenté de récupérer une fortune que l'Allemand avait conservée dans une banque, mais lorsque la banque leur a demandé un certificat ou une preuve du décès de leur père, ils ont répondu qu'ils n'en avaient pas. Haim était recherché jusqu'en 2012. S'il était encore en vie, il aurait eu 98 ans. Mais finalement, le tribunal qui a enquêté sur l'affaire a décidé de déclarer le docteur Muerte mort et a pris la date donnée par ses enfants comme date officielle. La fin de l'Ange de la mort, l'histoire de l'évasion de Joseph Mengele. Joseph Mengele est né en Bavière en 1911. Dès son plus jeune âge, il a montré des aptitudes académiques et après avoir terminé ses études, il a déménagé à Munich où il a ensuite obtenu son diplôme d'anthropologue. Mais en travaillant dans un centre de génétique à Francfort, Mengele a trouvé sa véritable passion, la médecine. En 1937, alors qu'Hitler est déjà au pouvoir, il rejoint le parti nazi et obtient son doctorat quelques mois plus tard. Avec le déclenchement de la guerre, Mengele s'engage dans les forces médicales de la Waffen-SS. Il a combattu pendant plusieurs mois en Europe de l'Est, recevant plusieurs médailles et décorations jusqu'à ce qu'il soit finalement blessé au combat. Incapable de continuer à se battre et avec une haute réputation dans la SS, Mengele a été accepté dans la machine de mort et sa véritable place dans le monde, Auschwitz. Les crimes atroces commis par le médecin durant ces années dans ce camp de concentration sont bien documentés, car ils font partie de l'histoire. Mengele a expérimenté les méthodes les plus horribles sur ces pauvres victimes. En moins de 3 ans, le docteur monstrueux a testé les effets de nombreuses toxines sur des prisonniers, amputé des membres pour tester des greffes, lacéré des corps pour insérer du verre et infecter les plaies, injecté du naphta, du chloroforme, des phénols et des insecticides dans les veines de ses victimes, étudié la résistance à la douleur dans les formes les plus violentes, effectué des tests massifs de stérilisation et de castration sur des hommes et des femmes. Et surtout, il a expérimenté de manière exhaustive et cruelle sur des jumeaux, sa principale obsession génétique. Ce ne sont là que quelques-unes des tortures infligées par Mengele à ses cobayes, dont la plupart ont fini dans les chambres à gaz, sur ses propres ordres. Au total, on estime que l'Ange de la mort, comme on le surnommait à juste titre, a tué des milliers et des milliers de personnes. En 1945, alors que l'arrivée de l'armée rouge était imminente, Mengele s'enfuit d'Auschwitz. Bien qu'il ait été capturé par les Américains, il fut rapidement libéré car son nom n'était pas encore très connu. Comme d'autres criminels de guerre, Mengele a reçu l'aide de l'Église pour obtenir une nouvelle identité, la première d'une longue série. En 1949, muni de son nouveau document qui le rebaptise Helmut Gregor, le médecin s'échappe d'Italie vers l'Argentine. Dans sa nouvelle patrie, Mengele a connu différentes maisons et professions, protégées par la communauté nazie de Buenos Aires. Elle possédait 2 cabinets gynécologiques où elle pratiquait des avortements clandestins. Il crée ensuite 2 laboratoires différents et affirme sa position. Certains affirment même que, durant ces années, Mengele a rencontré à plusieurs reprises le président de l'époque, Juan Domingo Perón, à la résidence présidentielle d'Olivos. En 1951, Helmut Gregor décide avec audace de retourner en Allemagne, plus précisément dans sa ville natale, pour retrouver sa famille et demander la revalidation de son diplôme de médecine. Bien qu'un survivant d'Auschwitz l'ait reconnu, il a fallu plus de 8 ans pour que son témoignage soit recueilli par le parquet de Fribourg, qui a déposé une demande d'extradition vers l'Argentine. À cette époque, Mengele était si à l'aise à Buenos Aires qu'il avait même repris son vrai nom et épousé la veuve de son frère pour fonder une famille à Olivos. Cependant, ses plans ont été interrompus par la demande d'extradition. Non pas parce qu'il a été arrêté, mais parce que la justice argentine a mis 9 mois à examiner la demande du procureur allemand avant de la rejeter. À cette époque, le médecin d'Auschwitz avait été prévenu par son réseau de contacts. Il a vendu toutes ses parts dans ses laboratoires, abandonné sa femme et s'est enfui au Paraguay pour se cacher, sachant qu'il était persécuté. Il n'avait pas tort. À cette époque, le Mossad le recherchait ainsi qu'Adolf Eichmann, qui serait capturé à Buenos Aires quelques mois plus tard.
Mengele a vécu au Paraguay pendant 2 ans avant de fuir au Brésil sous le nom de Peter Hochbichler, qu'il a ensuite changé en Wolfgang Gerhard, un sympathisant nazi autrichien qui lui a donné ses papiers avant de se rendre en Allemagne où il serait assassiné. La vie de Mengele au Brésil. Il gérait une plantation de café loin de la ville, où il construisit une immense tour pour garder l'entrée de la propriété. Après le procès et la pendaison de Eichmann, l'ange de la mort était terrifié à l'idée que le Mossad apparaisse soudainement pour l'arrêter et le faire payer pour ses crimes. On dit qu'il ne pouvait pas dormir et qu'il se couchait avec un vieux pistolet Mauser sous son oreiller. Il n'avait pas tort. À l'époque, une récompense de plus de 3 millions de dollars était offerte pour sa tête. Au cours de ces dernières années, sa santé s'est fortement détériorée. Il a eu un accident vasculaire cérébral, une infection chronique de l'oreille qui a provoqué des vertiges et de l'hypertension artérielle. De plus, il souffrait de rhumatisme et d'insomnie. Finalement, dans l'après-midi du 7 février, alors qu'il nageait à la plage, il a été victime d'un accident vasculaire cérébral. Apparemment, c'était immédiat. Il ne s'est même pas noyé. 2 ans plus tôt, son fils Rolf était venu lui rendre visite, cherchant des explications sur la façon dont son père avait pu participer au camp d'extermination. Mengele a répondu qu'il n'avait fait qu'exécuter les ordres, qu'il n'avait pas inventé Auschwitz. Son fils était horrifié. Dans les yeux ternes de son père, l'ange de la mort, il n'y avait ni culpabilité ni regret. Le nazi disparu, le mystère du destin d'Heinrich Müller. Heinrich Müller est né le 28 avril 1900 à Munich, dans l'ancien royaume de Bavière. Après avoir servi comme pilote pendant la Première Guerre mondiale, il rejoint la police de Munich en 1919. Sa réputation d'enquêteur anticommuniste attire l'attention de Heinrich Himmler et de Reinhard Heydrich, dirigeant SS. En 1934, Müller rejoint la SS et gravit rapidement les échelons, se distinguant comme officier de police. En septembre 1939, avec la consolidation de la Gestapo et d'autres organisations de police au sein de l'Office central de sécurité du Reich, Müller fut nommé chef du département 4 de la Gestapo. De ce poste, il supervisa la mise en œuvre des politiques d'Hitler contre les Juifs et d'autres groupes considérés comme une menace pour l'État. Müller a participé à la planification et à l'exécution de la solution finale et a assisté à la conférence de Wannsee en janvier 1942, où les plans de déportation et de génocide des Juifs dans l'Europe occupée par l'Allemagne ont été officialisés. En outre, Müller fut impliqué dans d'autres actes criminels, comme la planification de la fausse attaque polonaise contre la station de radio de Gliwice en 1939, utilisée pour justifier l'invasion de la Pologne. Il signa également l'Ordre des Balles en mars 1944, autorisant l'exécution des prisonniers de guerre qui tentaient de s'évader et approuva la torture des officiers qui complotèrent pour assassiner Hitler en juillet 1944. En avril 1945, Müller était parmi les derniers loyalistes d'Hitler dans le Führerbunker, alors que l'armée rouge avançait vers le centre de Berlin. Il a été vu pour la dernière fois le 1er mai 1945, après le suicide d'Hitler, et son sort fait depuis lors l'objet de spéculations. Une théorie suggère que Müller est mort à Berlin en 1945 et a été enterré dans une fosse commune au cimetière juif de Grosseto, Hamburger Rue. L'historien Johannes Tuchel a présenté des documents indiquant que Müller a été enterré en août 1945 dans le jardin du quartier général de la Luftwaffe et a ensuite été transféré au cimetière susmentionné. Cependant, d'autres experts, comme Ephraim Zuroff du centre Simon Wiesenthal, une organisation qui s'est consacrée sans relâche à la poursuite des nazis en fuite, a souligné que seul un test ADN pourrait confirmer cette hypothèse. Une autre théorie suggère que Müller a été capturé par les soviétiques et emmené à Moscou, où il est mort en 1952. Cette version est basée sur des rapports de renseignement soviétiques et des témoignages de prisonniers qui affirmaient que Müller était entre les mains du NKVD, la police secrète de l'Union soviétique. Cependant, il n'existe aucune preuve concluante pour étayer cette affirmation. Il y a également eu des spéculations selon lesquelles Müller aurait été recruté par les services de renseignement américains et aurait travaillé pour la CIA après la guerre. En 1988,
L'auteur Ian Sayer a reçu un document de 427 pages, prétendument un dossier du corps de contre-espionnage de l'armée américaine, alléguant que Mueller avait survécu et collaboré avec les Américains. Cependant, d'autres historiens considèrent ces affirmations comme infondées et comme des théories du complot sans preuves solides. Dans les années 1990, une version a émergé selon laquelle Mueller aurait fui en Argentine et aurait été kidnappé dans les années 1960 par un groupe d'élite de l'armée tchécoslovaque, comme dans le cas d'Adolf Eichmann, puis exécuté. Simon, le chasseur de nazis Wiesenthal, a soutenu cette théorie et en a fourni les preuves. Malgré de nombreuses théories, le sort ultime d'Heinrich Müller reste incertain. Sa disparition alimente les spéculations depuis des décennies, faisant de lui l'une des principales figures nazies dont le lieu de détention n'a jamais été confirmé. L'absence de preuves concluantes a empêché la clôture de ce sombre chapitre de l'histoire. L'instigateur, Walter Roff, l'officier SS qui a soutenu les coups d'État en Amérique du Sud. Walter Roff est né le 19 juin 1906 à Killing, en Allemagne. Durant la Seconde Guerre mondiale, il s'est fait connaître en tant qu'officier SS, responsable du développement des chambres à gaz mobiles, utilisées pour l'exécution de dizaines de milliers de personnes dans les camps de concentration nazis. Après la chute du Troisième Reich, Roff fut capturé par les forces alliées le 30 avril 1945. Cependant, il réussit à s'échapper du camp de détention de Rimini en décembre 1946. Avec l'aide de l'évêque pro-nazi Alois Sudal, s'est caché à Rome pendant près de 2 ans, organisant le transfert de nazis vers l'Amérique latine par l'intermédiaire d'organisations humanitaires telles que la Croix-Rouge et Caritas. En 1948, il est recruté par le chef d'état-major de l'armée syrienne, Husni al-Zaïm, comme conseiller en renseignement. Parallèlement, il travaillait pour le MI6, les services secrets du Royaume-Uni. Cependant, à la suite d'un coup d'État en Syrie, il fut déporté au Liban et retourna plus tard à Rome. La même année, Roff s'installe en Amérique du Sud, résidant en Argentine, en Uruguay et en Équateur, où il travaille pour des entreprises allemandes telles que Mercedes-Benz et Opel, ainsi que pour une société pharmaceutique américaine. Finalement, en octobre 1958, il s'installe au Chili, où il travaille pour l'importateur Goldman et Janssen et est agent des services secrets allemands pendant 5 ans. Entre 1958 et 1963, Roff a été employé par le BND et a reçu 70 000 marks allemands. Pour dissimuler ses activités d'espionnage en Amérique du Sud, il s'est fait passer pour un responsable des exportations à Santiago du Chili. Cependant, ses rapports ont été considérés comme ayant peu de valeur et il a été qualifié de extrêmement peu fiable, intrigant et amateur d'alcool. Il a été renvoyé du BND en octobre 1962. En 1962, Roff fut arrêté au Chili, mais la Cour suprême rejeta son extradition, lui permettant de rester dans le pays. Pendant la dictature d'Augusto Pinochet, Roff est devenu conseiller direct de Manuel Contreras, chef de la Direction nationale du renseignement chilien. Il a participé à la création de la DINA et a été reconnu comme un expert de la solution finale, supervisant la construction de camps de concentration et participant à l'élimination des opposants au régime de Pinochet. Roff a également participé à la création de l'opération Condor, une campagne de répression politique et de terrorisme d'État mise en œuvre par les dictatures du Cône Sud. On lui attribue la supervision de la torture dans des endroits tels que Punta Arenas, le Stade national et Colonia Dignidad. Il est également accusé d'avoir dirigé un groupe paramilitaire qui opérait à Concepción après le coup d'État du 11 septembre 1973. Walter Roff est décédé le 14 mai 1984 à Santiago, au Chili, des suites d'une crise cardiaque. 4 jours avant sa mort, le centre Simon Wiesenthal a officiellement demandé au Vatican une enquête pour déterminer si des hauts fonctionnaires du Saint-Siège avaient aidé Roff à fuir vers l'Amérique, bien que la question reste sans réponse. Le poignard de la vengeance, la mort mystérieuse de Gustav Wagner. Gustav Franz Wagner est né le 18 juillet 1911 à Vienne, alors partie de l'Empire austro-hongrois. En 1931, il rejoint le parti nazi puis la SS, où il accède au grade de SS Oberscharführer.
Durant la Seconde Guerre mondiale, il participe au programme d'euthanasie Action T4 à la clinique de Hartheim et est affecté au camp d'extermination de Sobibor, où il devient le lieutenant de Franz Stangl. Les prisonniers le décrivaient comme une personne sadique et redoutée, responsable des sélections à l'arrivée des trains et connu pour sa brutalité soulèvement de Sobibor en octobre 1943. Wagner fut transféré au camp de concentration de San Saba en Italie, où il participa à des opérations contre les partisans. À la fin de la guerre, il fut condamné à mort par contumace au procès de Nuremberg, mais réussit à s'échapper au Brésil avec l'aide de l'évêque pro-nazi, Alois Udall. Au Brésil, il a vécu sous le pseudonyme de Günther Mendel et a été admis comme résident permanent en 1950. Pendant des décennies, Wagner a vécu au Brésil sans être identifié jusqu'à son arrestation en 1978 grâce aux efforts du chasseur de nazis Simon Wiesenthal. Les demandes d'extradition d'Israël, d'Autriche et de Pologne ont été rejetées par le procureur général du Brésil et, en 1979, par la Cour suprême du Brésil. Dans une interview accordée à la BBC en 1979, Wagner n'a montré aucun remords pour ses actions pendant la guerre, déclarant qu'il ne faisait que suivre les ordres. Le 3 octobre 1980, Wagner est retrouvé mort à Sao Paulo avec une blessure par arme blanche à la poitrine. Son avocat a déclaré qu'il s'agissait d'un suicide, bien que les circonstances de sa mort aient généré des spéculations, la principale étant qu'il ait été tué par le Mossad en guise de vengeance ou par des chasseurs de nazis utilisant des méthodes plus extrêmes que celles du susmentionné Wiesenthal. L'homme qui a capturé Anne Frank, Karl Silberbauer. Karl Josef Silberbauer est né le 21 juin 1911 à Vienne, alors partie de l'Empire austro-hongrois. En 1931, il s'engage comme volontaire pour le service militaire dans l'armée autrichienne et, en 1937, suit les traces de son père en rejoignant la force de police en uniforme connue sous le nom de Feldjäger. Le 23 septembre 1938, il rejoint la police judiciaire. En 1941, il rejoint la Gestapo à Vienne et, en 1943, il est transféré au Sicherheitsdienst, le service de renseignement SS à La Haye, étant affecté à la section Ivre B4 sous les ordres d'Adolf Eichmann. Le 4 août 1944, Silberbauer entre dans l'histoire comme le nazi qui a retrouvé et emprisonné Anne Frank et sa famille. Un événement qui sera consigné dans le journal de la jeune fille et deviendra un témoignage de la vie des Juifs persécutés pendant l'ère nazie. Ce jour-là, Silberbauer reçut l'ordre d'enquêter sur un rapport concernant des Juifs cachés au Prinsengracht 263 à Amsterdam. Accompagné de membres des Grünen, la police, dirigée par Martin Kuiper, a interrogé Victor Kugler à l'entrée de la cachette. Par la suite, Kugler, Johannes Kleiman, Otto Frank, Edith Frank Hollander, Margot Frank, Anne Frank, Hermann van Pels, Auguste van Pels, Peter van Pels et Fritz Pfeffer ont été arrêtés. Miep Gies et Bep Voskuil ont été interrogés mais autorisés à partir. Les détenus ont été emmenés au siège de la Gestapo et envoyés plus tard dans divers camps de concentration nazis. Des 10 personnes arrêtées, seuls Otto Frank et Victor ont survécu. Kugler et Johannes Kleiman. Après la guerre, Silberbauer subit un grave accident de moto aux Pays-Bas et fut hospitalisé à Amsterdam jusqu'en février 1945, date à laquelle il retourna à Vienne. Là, il a passé 14 mois en prison pour ses activités pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1954, 2 ans après la publication de l'édition anglaise du journal d'Anne Frank, il est réintégré comme membre de la police viennoise. En 1958, dans le but de réfuter les négationnistes de l'Holocauste, le chasseur de nazis Simon Wiesenthal a commencé à rechercher l'homme qui a arrêté Anne Frank. Le nom de Silberbauer avait fait surface en 1948 lors d'une enquête visant à démasquer un informateur. 2 des hommes impliqués dans l'arrestation ont été identifiés par Johannes Kleiman, Victor Kugler et Miep Gies, qui ne se souvenaient que du nom de leur supérieur, Karl Silberbauer. Wiesenthal a retrouvé Silberbauer à Vienne. Il a été suspendu de ses fonctions de policier pendant que ses activités pendant la guerre faisaient l'objet d'une enquête. Lorsque les médias néerlandais ont appris où il se trouvait, ils l'ont interviewé et Silberbauer a admis avoir arrêté Anne Frank. Il n'a cependant pas pu fournir d'informations sur la source de la plainte, car son supérieur, Julius Detmann, qui avait reçu l'information, s'était suicidé après la guerre.
Compte tenu de l'absence de preuves de conduite criminelle et grâce au témoignage d'Otto Frank selon lequel le traitement qu'il a reçu pendant sa détention était juste et sans cruauté, les enquêtes judiciaires ont été abandonnées. La suspension a été annulée et Silberbauer a repris son poste à la section des casiers judiciaires où il organisait les photographies des criminels. Il n'était pas autorisé à porter des armes ni à effectuer des tâches d'enquête. Karl Silberbauer est décédé le 2 septembre 1972 à Vienne. Il est enterré au cimetière de Mauer-Friedenstraße, où repose également sa femme Barbara. Innocent jusqu'à preuve du contraire, Wilhelm Mohnke, le nazi qui a réussi à vivre en liberté. Wilhelm Mohnke est né le 15 mars 1911 à Lübeck, en Allemagne. Après la mort de son père, il a travaillé dans une usine de verre et de porcelaine où il a accédé à un poste de direction et a obtenu un diplôme en économie. Le 1er septembre 1931, il rejoint le parti nazi et, 2 mois plus tard, la SS, où il gravit rapidement les échelons. En mars 1933, il est sélectionné pour rejoindre la SS Stabswache Berlin, unité de garde personnelle d'Adolf Hitler, qui deviendra plus tard la Leibstandarte SS Adolf Hitler. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Mohnke participa à l'invasion de la Pologne en 1939, où il fut blessé et reçut la Croix de fer de 2e classe. Lors de la campagne de France de 1940, il prend le commandement du 2e bataillon du régiment d'infanterie SS Adolf Hitler de la Leibstandarte. Il a été lié au massacre de Wormhout, où environ 80 prisonniers de guerre britanniques et français ont été assassinés. Lors de la campagne des Balkans en 1941, il fut grièvement blessé lors d'un raid aérien yougoslave, ce qui entraîna l'amputation partielle de son pied. Malgré cela, il revient au service actif en 1942 et est affecté au bataillon de remplacement de la Leibstandarte. En 1943, il est nommé commandant du 26e régiment de panzergrenadiers de la 12e division SS Hitlerjugend et participe à la bataille de Normandie en 1944, où son régiment est impliqué dans le meurtre de 3 prisonniers de guerre canadiens. Pour sa performance en Normandie, il reçut la Croix de chevalier de la Croix de fer le 11 juillet 1944. Il prit ensuite le commandement de la Leibstandarte SS Adolf Hitler pendant la bataille des Ardennes en décembre 1944. En février 1945, il fut blessé à la tête et transféré dans l'armée de réserve. Le 23 avril 1945, Hitler le nomme commandant du district de défense centrale de Berlin et Mohnke est chargé de la défense du district gouvernemental, y compris la chancellerie du Reich et le Reichstag. Pendant la bataille de Berlin, il dirige le Kampfgruppe Mohnke jusqu'à la capitulation allemande. Après sa reddition, Mohnke et d'autres officiers allemands furent emmenés à un banquet organisé par le chef d'état-major de la 8e armée de la garde avec la permission du lieutenant-général Vassili Tchouikov. Les Allemands furent ensuite emmenés dans une autre pièce où ils furent confinés sous surveillance. Dans la nuit du 3 mai, Mohnke et les autres officiers furent remis au NKVD. Le 9 mai, il a été transporté par avion à Moscou pour y être interrogé et détenu à l'isolement pendant 6 ans avant d'être transféré à la prison de Lubyanka. Mohnke fut ensuite transféré au camp de prisonniers de Voïkovo, qui détenait des dizaines de nazis de haut rang, où il fut détenu jusqu'au 10 octobre 1955. Le régiment de Mohnke a été impliqué dans le meurtre de 3 prisonniers de guerre canadiens en Normandie en 1944. Mohnke lui-même a fait l'objet d'une enquête des autorités canadiennes, mais n'a pas été inculpé. Une campagne a également été menée par le député britannique Jeff Rooker pour poursuivre Mohnke pour son implication présumée dans des crimes de guerre au début de la Seconde Guerre mondiale. Mohnke a nié avec véhémence ces accusations, affirmant pour sa défense qu'il n'avait jamais donné l'ordre de ne pas faire de prisonniers britanniques ou d'exécuter des prisonniers sur le champ de bataille. Cependant, l'affaire a été rouverte en 1988, mais après de longues enquêtes, un procureur allemand a conclu qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour porter plainte. Après sa libération en 1955, Mohnke a travaillé comme représentant commercial pour un concessionnaire de camions à Barsbüttel. Il est décédé dans le village côtier de Damp le 6 août 2001 à l'âge de 90 ans.